Bonjour à tous. La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Bertonieri va procéder à l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Valérie Bourron. Jean-Pierre Chaurel. Élodie M. Philippe Rocheteau sera représenté par Valérie Bourron. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Véronique Gigou. Roger Coquin. Jacques Bardet. Michel Paladel. Alain Gauthier. Fernand Demitte. Hervé Beau. Janine Sauvant. Joël Luydine sera représenté par Alain Gauthier. Moi-même. Éric Bonnefoy. Émilie Guérel sera représentée par Élodie M. Anis Moidel. Ségolène Revès sera représentée par Franck Bertoncini. Roger Willier. Martine Henriot. Gérard Minot. Marc Bayle. Philippe Lefebvre. Philippe Leclerc. Karine Pinet. Et Floriane Cercio. Alors, Madame M va procéder à la lecture des décisions et de l'absence de contentieux. Oui, Monsieur le maire, plusieurs décisions au nombre de 5 pour ce conseil municipal ce jour qui intéressent essentiellement les tarifs d'occupation des locaux communaux. Donc nous avons pour les 3 premières délibérations 7, 8, 9 les tarifs pour l'occupation de locaux communaux pour les associations BLC, AMAC et FAP. Et on a ensuite 2 autres décisions 10 et 11 qui concernent aussi des tarifs, notamment une précision pour la dernière décision qui concerne, alors c'est indiqué réévaluation des tarifs d'inscription à l'école municipale de musique, mais je vous rassure, les tarifs restent inchangés. C'est simplement l'ajout, vous l'avez vu dans la décision, d'un article 5 qui permet et qui instaure, c'est la nouveauté, la possibilité d'un remboursement partiel du montant du cours en l'absence du professeur de musique. Voilà, contentieux inexistant pour ce conseil. Merci. Donc nous allons passer à la délibération numéro 1. Ô combien importante, il s'agit du vote du budget. Le 4 février, on a eu le débat d'orientation budgétaire, donc les grandes lignes vous ont été présentées. Je dirais que ce budget 2022 concilie à la fois le réalisme et l'optimisme. Le réalisme dans l'évaluation des recettes, même si le contexte reste très mouvant. Et je reprendrai une phrase d'un égyptologue britannique, William Arthur Ward, qui a écrit que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, et le réaliste ajuste ses voiles. Et c'est ce que nous envisageons de faire avec ce budget primitif 2022. Des recettes qui sont évaluées sur le postulat d'une sortie de crise et des dépenses pour reprendre une activité économique. J'en profite pour glisser une petite réserve sur cette reprise économique, en espérant que la crise dramatique qui touche une partie de l'Europe n'aura pas de conséquences sur les prix du gaz, les prix de l'électricité. Je n'en dirai pas plus. Malgré tout, donc, ce budget est un budget d'optimisme. Et cette année encore, la ville a aidé les commerçants pour un total de 227 000 €. Et face à l'inflation galopante des prix, il est donc essentiel de préserver le pouvoir d'achat des contribuables bandolés.
Alors, les points essentiels à retenir de ce budget sont les suivants. On les a déjà évoqués lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, la protection du contribuable a toujours été au cœur de notre volonté, et c'est pourquoi les taux d'imposition n'augmenteront pas en 2022 pour la 7e année consécutive, à l'exception de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dont la majoration passe de 20 à 60%. Alors, la ville devrait autofinancer les investissements de l'année sans recourir à l'emprunt, et donc la capacité de désendettement restera sous les 8 années, conformément à nos engagements de campagne. En 2022, les charges de personnel augmenteront de 1,79% par rapport au budget primitif 2021. On a expliqué déjà les causes. Les budgets alloués à l'animation, la culture, permettront d'animer la ville toute l'année et plus de 400 000 € y seront consacrés. Un investissement important en travaux, 3,9 millions d'euros, cette année sera dédié en partie aux études de faisabilité, pour un montant d'environ 500 000 €, mais il y aura donc, pour 3 400 000 € environ, de travaux, de voiries, d'éclairage, etc. On en a beaucoup parlé la dernière fois. Alors, sur le strict plan budgétaire, je vous donne les grandes lignes de ce budget 2022. La section de fonctionnement qui s'élève à 22 339 000 €, qui permet de dégager un excédent de fonctionnement de 1 446 000 € au chapitre 023. Et donc, ça sera le virement à la section d'investissement pour l'autofinancement. En 2022, le budget primitif a été bâti sans la reprise du résultat, ce qui est un signe de bonne santé, je pense. Les recettes réelles de fonctionnement, pour un montant de 22 333 000 €, avec une hausse de 5,1% par rapport à 2021. Et cette hausse correspond, on l'espère, à un scénario de reprise économique. Le budget supplémentaire viendra éventuellement corriger l'évaluation des recettes en cours d'année. Pour ce qui est des dépenses réelles de fonctionnement, le montant est de 20 millions d'euros, avec une hausse très légère de 0,35%, qui est là encore basée sur l'hypothèse de reprise de l'activité, culture, animation, la hausse des charges de personnel et la reprise aussi au budget principal des dépenses de la restauration scolaire. Le chapitre 011, donc les charges à caractère général, pour un montant de 5 479 000 €, en hausse de 5,78% par rapport au budget 2021, budget primitif. Ces charges en hausse, toujours dans le même cadre de la reprise que nous espérons. Au chapitre 012, les dépenses de personnel, qui représentent 53% des dépenses réelles de fonctionnement pour un montant de 10 700 000 €. Et la ville anticipe une hausse cette année de la masse salariale en raison du recensement de la population, des élections à venir. Et donc, on l'a détaillé le 4 février, des mesures endogènes et exogènes. Les subventions aux associations, le budget prévu, le montant prévu est de 370 000 €, intégrant aussi, on l'espère, une reprise des activités. Et au chapitre 65, une seule subvention d'équilibre, celle du CCAS, pour un montant de 480 000 €. Les charges financières sont en baisse, puisque la dette est en baisse, et elle s'élève donc à 177 000 €. Pour ce qui est de la section d'investissement, le montant total est de 8 433 000 €, avec des recettes réelles pour un montant de 6 millions d'euros,
le détail, donc les subventions d'investissement, le chapitre 13, avec les amendes de police de 150 000 € et diverses subventions pour un montant de 150 000 €. Au chapitre 10, donc les dotations, les fonds divers et réserves, le FCTVA pour 400 000 €, la taxe d'aménagement 200 000 € et un petit montant pour la taxe locale d'équipement avec un total donc de 602 000 €. L'emprunt d'équilibre pour 2022, 3 642 000 €. À ce stade, il est nécessaire pour équilibrer les dépenses liées aux investissements et normalement, on ne devrait pas avoir à emprunter. Nous n'aurons pas besoin d'emprunter puisque nous avons un fonds de roulement suffisamment conséquent pour nous le permettre. Pour ce qui est des dépenses réelles d'investissement, le montant est de 8 380 000 €, avec au chapitre 20, donc les immobilisations incorporelles, donc les études, 468 500 €, des logiciels informatiques et puis des études préalables, notamment en ce qui concerne la révision du PLU. Des subventions d'équipement pour un montant de 774 000 €, qui correspondent à des fonds de concours au Simielec, à des prévisions de participation de la commune à la rénovation des façades du centre ancien, et on y reviendra au cours d'une délibération, ou à la construction de logements sociaux. Chapitre 21, les immobilisations corporelles, un montant de 4 300 000 € en augmentation, qui correspondent à la fois aux travaux eux-mêmes, de voirie, d'aménagement, etc., mais également au versement de l'indemnité de résiliation amiable du bail à construction du Val d'Aran pour un montant de 1 600 000 €. Au chapitre 23, les immobilisations en cours, pour un montant de 731 000 €, sachant que l'opération la plus importante sera l'aménagement de l'entrée de ville. Pour ce qui est du montant de l'annuité de la dette, il s'élèvera à 715 000 € et le remboursement du CLTR pour le crédit long terme renouvelable, crédit revolving, pour un montant de 1 333 000 €. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce budget qui vous est proposé. Et maintenant, place au débat, aux questions et aux réponses. Monsieur Bell. Merci, monsieur le maire, et bonjour à tous. Alors d'abord, citation pour citation, moi j'emprunterai le mot d'un philosophe italien. Il faut allier l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence. C'est Antonio Gramsci. Je ne partage pas forcément sa philosophie. Bon, effectivement, nous avons discuté lors de la discussion sur le DOB beaucoup de points concernant la trajectoire de la collectivité. Je dis le débat d'orientation budgétaire, j'ai presque envie, mais je ne veux pas trop vous taquiner, que c'était plutôt un débat sur la rétrospective budgétaire. Alors, je vous ferai très rapidement, puisqu'on en a beaucoup parlé la dernière fois, deux observations rapides, essentielles à mes yeux. Ce budget, à nos yeux, présente certains points d'insatisfaction. Mais on ne fait pas de l'opposition systématique et on sait reconnaître les choses lorsqu'elles sont positives ou lorsqu'elles sont indéniables. Je reconnais volontiers la capacité de désendettement de la collectivité. C'est incontestable et pourquoi le nier? C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on va le nier. Bon, il y a quelques règles de présentation, je me dire c'est formel que j'avais déjà soulevé, mais je me permets quand même de les souligner puisqu'il s'agit de la discussion budgétaire. C'est cette comparaison rémanente que votre collectivité, votre exécutif met sur les comparaisons avec des communes qui n'ont rien à voir, telles le Bossé ou Sanary. Bon. Et puis ensuite, alors ça c'est vraiment purement formel, c'est plus une observation de nature technique. S'agissant des charges de personnel,
Moi, je considère que toutes les mesures de personnel, toutes les mesures catégorielles, l'avancement, l'évolution des catégories C, tout ça, ce sont des mesures qu'on doit qualifier d'endogènes, même si je sais bien qu'elles relèvent du niveau national, mais en fait, ça fait partie de la vie de la collectivité. Alors, un budget, ça s'analyse, et le document en fait état à partir de ratios financiers, et certains d'ailleurs sont obligatoires. On les trouve, je crois, à la page 3 ou à la page 4 du dossier budgétaire que vous nous avez envoyé. Donc, il y a le désendettement, il y a différents ratios concernant le désendettement, donc j'y reviens pas, donc rien à dire. Bon, il y a quand même d'autres ratios qui sont qu'on ne peut pas taxer de très optimistes, comme par exemple le produit des impôts locaux, ratio qui compare le produit des impôts locaux par rapport à la population, il reste quand même fort à bandole. C'est 806 € par habitant contre 670 € par habitant pour la moyenne de la strate. Voilà. Autre point concernant la fiscalité, on ne peut pas revendiquer une stabilité de la pression fiscale lorsqu'on augmente la taxe supplémentaire sur les résidences secondaires. Il faut l'assumer. Je ne conteste pas forcément sur le fond le niveau que vous avez pris pour la taxation de résidences secondaires, mais c'est plus sur la présentation que je conteste le fait de dire il y a une stabilité fiscale. Ensuite, j'irai une autre question, c'est plutôt sous forme de question, mais vous allez certainement me répondre, vous, monsieur le maire, ou vos services, sur les évaluations concernant les DMTO. Vous les chiffres, vous les évaluez pour cet exercice à 1,6 million d'euros. Je crois qu'en 2021, c'était de l'ordre de 1,5 million d'euros. Forte hausse. Est-ce que cette revendication d'une hausse importante, est-ce qu'elle ne s'est pas un petit peu contrastée par rapport à ce que vous mettez comme appréciation littéraire en disant que c'est l'attractivité immobilière de Bandol qui explique ça? Est-ce que cette évaluation n'est pas sous-évaluée, finalement? Et là, c'est sous forme de question que je vous pose, c'est purement technique. Est-ce que vous êtes très prudent ou est-ce qu'il faudrait aller peut-être plus loin? Bon. Il y a aussi un autre point d'insatisfaction, c'est sur les subventions aux associations. L'association 1901, qui s'établissent, le montant s'établit à 370 000 € en prévision 2022. Donc, il est écrit que le niveau est augmenté. Est-ce que c'est une bonne chose que de faire référence à l'année 2021, à l'année 2020? Ces exercices étant quand même un peu particuliers, ils sont un petit peu confinés, budgétairement, je dois dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre comme année de référence celle de 2019, où c'était de l'ordre de 446 000 et quelques euros? Voilà, donc ça c'est au niveau des questions. Donc c'est ma première observation, c'est quelques points d'insatisfaction ou d'interrogation. Deuxième série d'observations, de manière très cursive, c'est toutes les incertitudes qui pèsent sur cet exercice budgétaire. J'aurais presque tendance à dire qu'il s'agit d'un budget de reconduction. Le terme que j'emploie est tout à fait neutre, budgétairement et politiquement. Alors, ces incertitudes, c'est bon. On attend bien sûr qu'il y ait une stratégie d'investissement qui soit définie. Je n'étais pas le seul à le demander. La Chambre des comptes également. Un plan pluriannuel d'investissement. Bon, il y a eu qu'un petit tableau qui a été fourni lors du rapport sur le DOB, mais peut-être mériterait-il d'être quelque peu affiné. Bon, vous lancez une révision du PLU, donc on verra ce que ça donnera. Il y a quand même des incertitudes, quand même. C'est pour ça que j'ai le pessimisme de l'intelligence sur certains projets. Le projet du front de mer, peut-être celui des grands ponts.
faudra peut-être être prudent et attendre quel va être le rendu, quelle va être la teneur de l'autorité environnementale, qui est, je le rappelle, une autorité administrative indépendante. Voilà, c'est quand même une incertitude, sans compter aussi la position des services déconcentrés de l'État. Bon, vous avez fait état aussi dans le rapport, c'est à la page 13, de demandes de subventions diverses, agglomération, département, région, État, Union européenne, voilà. Très bien. Hein. C'est écrit de manière un peu lapidaire. On eût aimé connaître quel était le montant, l'éligibilité, sur quelle ligne budgétaire ça se rattache à telle ou telle collectivité, mais peut-être ce sera fait dans d'autres séances du conseil municipal. C'est quand même un point important. Bien sûr qu'une opposition à un conseil municipal ne peut que soutenir des demandes de subventions. Encore faut-il que l'information de l'Assemblée, et au-delà de l'Assemblée des administrés, des bandolés, soit un peu plus complète, pas se contenter de dire on va demander des subventions à toutes les collectivités environnantes de Bandol. Voilà à peu près très rapidement. Je n'ai pas voulu trop épiloguer puisqu'on avait déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, aussi bien sur le DOB que sur les débats sur le port. Voilà pour faire nos observations, sauf si mes collègues veulent intervenir. Bon, évidemment, comme c'est le budget, l'opposition votera contre le budget primitif et aussi les autres budgets associés. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Madame Henriot. Moi, je note que les subventions pour les associations sportives sont assez conséquentes et je pense que c'est une très bonne chose. On a des équipes sportives à Bandol qui sont vraiment d'un niveau très, très intéressant. Et un peu en marge, je me demandais, donc quand on a ce type d'équipe, on a des occasions de recevoir d'autres équipes, d'autres communes, voire à des niveaux plus importants. Et je me demandais qu'est-ce que vous envisagez au niveau des équipements sportifs de la commune et notamment du gymnase municipal. Est-ce que vous envisagez soit de faire des travaux conséquents qui seraient compatibles avec l'image qu'on veut donner de Bandol au moment des rencontres sportives? D'autres questions, remarques? Monsieur Leclerc. Oui, s'il vous plaît. Une remarque, les subventions aux associations culturelles, 1,35 € par habitant. C'est un peu le parent pauvre. Et une question, je ne comprends vraiment pas le montant de 1 600 000 € d'indemnité pour l'interruption du bail du Val d'Aran. Je ne comprends pas le calcul. Écoutez, je vais... Oui, monsieur. Oui, je prends la suite de monsieur Philippe Leclerc pour vous dire d'abord que j'ai été destinataire de l'évaluation qui avait été faite par les domaines, qui ne comporte pas des calculs précis d'ailleurs sur l'évaluation d'un montant qui est donné pour 1 450 000 € avec la précision qui en est faite d'une évaluation qui serait une évaluation postérieure. Marc Bell évoquait un certain nombre d'incertitudes. Pour ma part, je m'attache aussi à les relever en ce qui concerne cette indemnité de résiliation, dans la mesure où on ne connaît pas l'état du bâtiment, où la plupart des locaux étaient des locaux qui étaient inoccupés lors de l'évaluation qui en a été faite par les domaines, et nécessairement des ouvrages et des travaux à réaliser, puisque ce bâtiment étant fort ancien, il est prévisible que ces bâtiments aient été réalisés et comportent de l'amiante, nécessitent donc un désamiantage lors de la réalisation de travaux. L'ensemble de ces éléments faisant que la somme de 1 450 000 € ramenée avec la cote des 10% à 1,6 million nous apparaît exorbitante. Donc, soucieux du denier public, monsieur le maire et chers collègues, c'est un peu la question que l'on se posait.
savoir dans quelles conditions cette évaluation avait été faite, notamment par le fait que, s'agissant d'un bail à construction, la société Sogeba n'avait apporté aucune amélioration, d'ailleurs ça faisait partie de la convention de bail, ni réalisé aucun travaux. Voilà l'observation que je souhaitais faire à la suite de l'envoi que vous m'avez permis documents que vous m'avez permis de consulter. Parfait. Donc, alors, on va reprendre depuis le début. Donc, vous trouvez que le débat a été surtout sur la rétrospective. Je pense qu'on a bien expliqué où on en était par rapport aux différents projets. Je vais y revenir puisque vous-même, vous y êtes revenu ensuite. Pour les règles de présentation, les communes qui n'ont rien à voir avec Bandol, comme Sanary, bon, mais je ne partage pas tout à fait cet avis. Je pense qu'il y a des points communs, mais bon, ça n'a pas, je pense, une importance majeure de le détailler. Les charges de personnel, on peut considérer, enfin vous considérez comme endogènes et les avancements, bon, pourquoi pas le classer différemment, ça ne me choque pas particulièrement. Les produits des impôts locaux, alors, qui restent forts par habitant, la réponse, oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on a adopté une rigueur budgétaire, je le répète, qui a été soulignée par la Chambre régionale des comptes et qui nous a permis justement de stabiliser les taux d'imposition pour la 7e année consécutive. Vous soulignez à juste titre qu'il y a une augmentation sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais j'ai bien pris la précaution de le dire. Donc, oui, il y a une augmentation pour les résidences secondaires. Pour les droits de mutation, alors l'évaluation à 1,6 million d'euros, vous posez la question, de manière générale, c'est vrai également pour d'autres chiffres, avec la directrice des finances, nous avons effectivement une attitude prudentielle. Donc, l'activité immobilière permettra peut-être d'avoir un montant supérieur, tant mieux. Pour ce qui est des subventions aux associations, faire référence à des années entre guillemets normales d'activité, oui, c'est logique, bien évidemment. Le montant, en tout cas, est celui qui a été choisi est suffisant pour aider les associations. Les dossiers ont été étudiés de manière précise, notamment par Madame Nadjarian et Monsieur Beau. Il n'est pas exclu qu'il y ait des compléments en fonction de besoins qui seraient précisés par la suite. Donc j'en profite pour rester sur les associations. Après, je reviens vers vous. Subvention association sportive, équipement sportif. Alors, en ce qui concerne le gymnase, je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu des travaux assez conséquents lors des années précédentes. Et alors, on a un élu aujourd'hui qui est Monsieur Beau, responsable des associations sportives. Et puis, on a un élu qui était en charge au moment où ces travaux ont été faits, qui est Franck Bertoncini. Et je vais lui passer 2 secondes la parole, parce que le sport, je sais que ça lui tient à cœur. Et il va vous dire tout ce qui a été fait sur le plan équipement. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, c'est vrai que sur le plan sportif, on a fait beaucoup de travaux sur l'ancien mandat, sur toutes les infrastructures sportives. En effet, la salle, alors il n'y avait pas que le gymnase, on a refait le parquet, qui était une priorité pour pouvoir évoluer en National 3. Donc ça a quand même été un coût de 140 000 € pour la commune. On a refait les vestiaires,
On a refait les peintures, on a fait du carrelage. Ça, c'était pour l'enceinte sportive du gymnase, et c'est pas fini. Je pense qu'il y a un programme qui est prévu aussi avec M. Bouffe pour la continuité. Alors, c'est vrai, il est vétuste, mais aujourd'hui, on ne peut pas le démonter pour en faire un tout neuf, puisque vous savez la problématique, il faut trouver du remplacement. On y travaille aussi. Mais sur d'autres structures, on a refait quand même tous les vestiaires du stade. On a fait prolonger le chauffage aussi, on avait une grosse chaudière, et malheureusement, les locaux du stade étaient souvent équipés avec des radiateurs, donc ils consommaient beaucoup d'énergie. Donc on a profité pour réalimenter tout ça avec la chaudière existante. On a refait entièrement la salle du dojo, qui n'avait jamais été fait. Donc pareil, avec des normes aujourd'hui pour l'environnement. Et pour aller visiter, vous verrez, c'est tout neuf, c'est très propre, et les associations en sont satisfaites. Le Buffon, aussi, qui avait jamais été réhabilité depuis des années. Donc sur les 5 terrains qu'il y a eu 4 qui ont été réhabilités entièrement. On a refait des locaux aussi pour les jeunes à l'intérieur. Le tennis, bien sûr, on continue l'entretien qui est prévu dans les conventions. Donc on réhabilite en général 2 terrains de tennis par an. Là, il y a eu des paddles qui ont été faites aussi dernièrement. Donc non, on a bien, je pense que sur l'ancien mandat, on a bien œuvré. Certes, le gymnase n'est peut-être pas au niveau encore de la ville comme on pourrait l'imaginer, par rapport à ce qu'on reçoit, mais on fait ce que l'on peut, avec ce que l'on a aussi. Vous savez que le problème de la Bandol, c'est le terrain. Donc on va essayer de réhabiliter celui-là au mieux, et pour qu'il soit un peu plus acceptable pour les autres communes. Voilà. Oui. Les travaux, Monsieur Minot. Les travaux évoqués par M. Berton-Signon ont été réalisés en quelle année, ceux que vous évoquez pour le gymnase là Parce que de mémoire, la dernière visite... De 2014 à 2016, à 2018. Ouais. Enfin, il est vraiment en très mauvais état, quoi. C'est juste le constat que l'on peut faire malgré ces travaux. La structure a l'assaunage, malheureusement, ouais. La structure a l'assonnage. Et on ne peut pas la démonter pour en faire actuellement entièrement nouvelle. Vous avez vu, il y a le travaux à côté aussi du collège, donc... On ne peut pas, aujourd'hui, on essaie de réhabiliter ce qui existe. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de gros entretien sur ce gymnase depuis des années. Donc nous, on essaie de rénover au mieux pour que ça soit assez acceptable pour le club, pour les utilisateurs aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui œuvrent dedans. Et aujourd'hui, je pense que malgré tout, il est quand même correct, même s'il n'est pas dans l'état comme pour l'espérer. Est-ce que vous avez en projet de... Alors, en matière de travaux, bon, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'avis de Jean-Pierre Chorel, puisqu'il a la délégation des travaux. Oui, monsieur le maire. Oui, donc un projet, on l'a déjà évoqué ici même, lors de la présentation du DOB, et c'est encore vrai dans le cadre du vote du budget. Il y a déjà l'éclairage du gymnase qui est prévu cette année, ce qui est un point très important en termes de qualité des installations et de réponse au niveau en particulier de l'équipe de basket de Bandol. Il y a d'autres travaux en projet. Le doublage de certaines façades dans un but d'insonorisation, parce qu'actuellement la sonorité est relativement mauvaise. En concertation avec les associations qui l'occupent, il y a le projet de réaliser une buvette. Bon, ça a été un peu mis de côté dans le contexte sanitaire que nous avons connu. Donc des projets, oui, effectivement, il y a des projets sur le gymnase en lui-même et sur les locaux attenants, puisqu'il y a l'espace jeune aussi qui est totalement imbriqué dans le gymnase. Merci. Donc, on poursuit. Alors, l'observation de M. Leclerc sur les subventions aux associations culturelles. Bon, peut-être que Mme Nadjarian va compléter ma réponse, mais il me semble que nous donnons des subventions pour satisfaire les demandes des associations bandolaises. Parents pauvres, bon, peut-être par rapport à certaines communes, je ne sais pas.
j'observe que, au contraire, le tissu culturel à Bandol me paraît assez dynamique. Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Oui, je pourrais rajouter, effectivement, que les associations culturelles demandent ce qu'elles demandent et nous les satisfaisons. Je veux dire, parce que il y en a même quelquefois, je veux dire, alors, ça fait 2 ans, nous sommes dans une période compliquée. Quelquefois, on donne au départ même, et les associations culturelles nous remboursent ce qu'ils n'ont pas utilisé. Alors, c'est pour vous dire, je veux dire, on travaille dans un climat vraiment de confiance. Et alors, à part ça, si nous faisons tout ce qui est logistique, c'est à ajouter, malgré tout, on ne le fait pas, mais on devrait le faire, on devrait chiffrer tout ça, et ça augmenterait énormément le prix des subventions. Non, il n'y a aucun souci, hein, je veux dire, on n'a pas de plainte, tout le monde est satisfait, hein. Moi, je peux vous dire que tout le monde est satisfait. Alors, il faut savoir qu'à Bandol, les subventions, c'est 1/3 le culturel, 2/3 le sportif. Voilà, je vous le dis. Hein. Dans le montant total, c'est ce qui ressort. Voilà. Voilà, j'ai rien à rajouter. Donc, effectivement, comme je le disais, mais Madame Nadjarian a insisté dessus, nous répondons aux demandes des associations culturelles. Pour ce qui est des 1 600 000 euros d'évaluation de l'indemnité de résiliation, donc c'était une question de Monsieur Leclerc. Monsieur Minot y a en partie répondu. Il reste une interrogation sur l'évaluation des domaines. Donc il y a une nouvelle évaluation qui a été demandée, qui n'est pas encore faite. Mais nous avons la chance d'avoir ici présente Madame Vaccaro qui gère ce dossier et qui va vous dire exactement où nous en sommes. Vous voulez un micro? Ben venez. Venez. Oui, mais Monsieur Leclerc a besoin de nouvelles explications. C'est l'évaluation à 1 450 000 plus les 10%, mais ça, Monsieur Minot l'a dit lui-même. Hein. Oui, mais juste une précision, on parle bien de l'évaluation des droits réels du preneur dans le cadre d'un bail à construire, d'un bâtiment qui a, si je ne me trompe pas, je parle sous le couvert de M. Chorel, une quinzaine d'années. Hein. Ce n'est pas du tout le Val d'Aran. Une quinzaine d'années. Voilà. Là, vous parliez de réflexion, etc. C'est pour ça que... Vous ne confondez pas avec le Val d'Aran Non. Je suis sur l'indemnisation, sur l'évaluation qui a été faite de l'indemnité de résiliation attribuée à la Sogeba dans le cadre du Val d'Aran. Hein, on est bien d'accord. Dans le cadre du Val d'Aran, les deux bâtiments A et B, bien sur ce sujet-là. Voilà, et on n'est pas sur un bail à construction, mais sur un bail amphithéotique, me semble-t-il. Tout à fait. Donc, Madame Vaccaro. Donc, effectivement, une estimation avait été sollicitée au mois de juillet en vue de préparer la résiliation du bail amphithéotique. Je confirme bien qu'il s'agit d'un bail amphithéotique au domaine, puisque c'est une obligation à partir du moment où le bail est créateur de droits réels, on a l'obligation de saisir les services des domaines de l'État pour effectuer cette estimation domaniale. L'estimation domaniale, effectivement, a été estimée, si je peux utiliser ce terme, à 1 450 000 euros, avec plus ou moins 10%, ce qui ramène à 1 595 000 euros. La méthode qui a été utilisée, c'est une méthode qu'utilisent apparemment systématiquement les services des domaines pour la quantifier. Nous avons également demandé une nouvelle estimation domaniale dans l'hypothèse où la commune, une fois qu'elle serait de nouveau propriétaire du bail, dans l'hypothèse où elle souhaiterait vendre ces locaux, c'est-à-dire l'intégralité de la parcelle du Val d'Aran, bâtiment compris,
une estimation pour savoir quel pourrait être le prix de vente pour la réalisation donc de bureaux avec une amélioration des bureaux. La visite des lieux dans le cadre de cette estimation a eu lieu le 22 février en présence de l'inspectrice des finances. Et je suis dans l'attente incessamment sous peu. J'espérais pouvoir l'avoir pour ce soir. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Elle devrait arriver incessamment sous peu. Ça nous donnera une idée, en fait, de la valeur réelle, finalement, des locaux. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Madame Vaccaro. Merci, Madame Vaccaro. Oui, je fais juste la remarque que là, on parle bien, on est bien d'accord, d'une indemnité que la ville va verser à la Sogeba pour l'interruption de ce bail amphithéotique. Ben oui. D'accord. Bien sûr. Je rappelle juste que, contrairement au domaine, la Cour des comptes est sur un autre type de calcul qui, moi, me paraît beaucoup plus sain, qui est basé sur le résultat d'exploitation et sur l'éventuelle perte d'exploitation dans les années futures. Non, même pas. La Cour des comptes ne s'occupe que du résultat d'exploitation passé. Je regrette qu'on n'ait pas d'éléments là-dessus. Alors, ça a été un débat qui a déjà eu lieu avec le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il a eu lieu, pardon, monsieur le maire, il a eu lieu sur la Maison des Vins, pas sur Val-d'Or. Je sais, sur la méthode de calcul. Nous avons décidé en plein accord et en pleine confiance avec le service juridique de la commune de nous appuyer sur l'estimation des domaines. Voilà. Mais je ne nie pas qu'il existe d'autres méthodes d'évaluation. Oui, les autres méthodes d'évaluation étant quand même à l'avantage de la commune. Donc je ne comprends pas bien votre prise de décision sur le sujet. Ça, c'est c'est votre avis qu'il faudrait s'appuyer sur d'autres méthodes. L'intérêt de la commune et celui de la Sogeba, je dirais qu'ils sont fort heureusement convergents. Et je ne pense pas qu'on puisse accuser les domaines d'utiliser de mauvais critères pour l'évaluation. Et la Cour des comptes non plus, la Chambre des comptes non plus. Chacun peut avoir son avis, vous avez le vôtre, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je vais poursuivre donc ma réponse à ce qu'a dit M. Bell. Donc, oui, les incertitudes. Alors, effectivement, c'est ça met peut-être un peu de gaieté dans notre débat. Alors, je leur avais dit de commencer plus tard. Hein. Oui, c'est ça la fin quand même. Donc, on n'est jamais écouté. Hein. Le drame du chef. Bon, voilà, bon, ils vont revenir après. Hein. Donc, vous parliez d'incertitude au niveau de la stratégie d'investissement. Vous parliez d'un PPI qui était un petit peu témoin de ces incertitudes. Je vous l'accorde. Je l'ai même expliqué moi-même la dernière fois lors du débat. Et Madame Gaborio, ici présente, a fait un point, j'ai fait un point complété sur les projets en cours et le stade où nous en étions, c'est-à-dire effectivement essentiellement des études. Et vous m'avez dit, je m'en souviens, j'espère que nous aurons de nouveaux éléments d'ici le vote du budget. Et je vous ai dit, mais le délai est un peu court. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment des éléments nouveaux majeurs, et je vous le confirme, on n'a pas d'éléments nouveaux majeurs. Je ne connaissais pas la date de la réunion du conseil municipal d'aujourd'hui. C'est exact, mais on savait qu'il n'y aurait pas plus de 2 mois. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Oui, je vais faire avec. Voilà, ça ne pouvait pas être plus tard. Donc l'incertitude, je la confirme pour les raisons que je viens de vous exposer. On est surtout au stade des études. Alors, vous avez employé le terme de pessimiste pour le front de mer, les grands ponts, en invoquant l'accord nécessaire de l'autorité environnementale, de la DDTM. On a eu déjà cet échange la dernière fois.
je partage votre analyse sur l'incertitude. Je ne partage pas le pessimisme, parce qu'on a le droit d'être optimiste, c'est-à-dire d'espérer trouver des accords et puis que les projets soient en phase avec ce qui est possible sur le plan juridique, quitte éventuellement à les aménager un tout petit peu pour que ça reste de beaux projets. Donc moi, je n'utiliserai pas le terme de pessimiste, mais je suis d'accord avec vous sur l'incertitude. Bien évidemment, oui, j'avais rajouté par rapport aux autorités avec lesquelles nous sommes en dialogue et en discussion, il y a aussi l'ARS concernant le stade des Grands Ponts, puisque on est dans les 100 mètres, donc dans le périmètre protégé du Puy de Bourgarel. Voilà, donc nous sommes en cours d'échange. Et donc vous disiez, pour moi il y a une certaine contradiction. Vous disiez pour les subventions, on aimerait bien savoir ce que vous allez demander exactement pour quel projet, etc. Dans la mesure où on a une incertitude sur ces projets, on peut avoir une incertitude aussi sur le montant précis des subventions que nous pouvons demander. Et pour terminer, alors vous disiez que vous me taquiniez un petit peu au début. Alors je vais vous taquiner un peu à mon tour. Vous avez annoncé, avant le début du débat, que vous alliez voter contre. J'étais déçu parce que je me disais, au cours du débat, on va avoir des arguments tellement forts qu'on va les convaincre de voter pour. Mais bon, comment dire, je comprends tout à fait que vous ne soyez pas en phase avec la politique que nous menons et que vous votiez contre. Bon. Je réponds ? Ben oui, bien sûr. Merci. D'abord, un point sur les subventions. Je reconnais au rédacteur du rapport budgétaire un sens de la formule très, très concentrée. Puis je dis, nous avons demandé des subventions à région, département, agglo, État. Bon, en disant cela, je ne disais pas uniquement les deux grands, ce que vous appelez vous les grands projets merveilleux. Ça pouvait viser d'autres projets, tout ça. Donc il était légitime, pas uniquement pour une opposition, mais aussi pour des contribuables bandolés, de connaître quels étaient ces projets. Mais je comprends très bien que vous n'avez peut-être pas eu le temps, vous et vos services, de donner plus d'indications. Je suis persuadé que dans d'autres occasions du conseil municipal, on aura un peu plus de précision, et c'est pour ça que effectivement c'est une incertitude et peut-être un souci d'information complémentaire. Non. Attends, excuse. Ensuite, je dirais, écoutez, non, c'est vrai, bien sûr que si une opposition vote le budget, ce n'est plus une opposition, hein, ça c'est classique. Hein, mais là, oui, mais je pense que je vous ai montré, mesdames, messieurs, monsieur le maire, qu'on ne faisait pas une opposition systématique, et j'ai reconnu. Je vous l'accorde. Vous ne l'avez pas relevé, mais moi je le dis, sur la question sur la notion de capacité d'endettement, j'en ai pris acte, simplement, compte tenu du poids des incertitudes. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres points positifs. Non, mais je suis persuadé que vous êtes mieux à même de le faire. Vous ne vous priez pas ici ou sur d'autres supports de le faire. Donc, vous n'avez pas besoin de moi et de la position pour faire votre communication. Hein. Je vous suis très reconnaissant déjà d'avoir reconnu un point. Non, mais surtout, monsieur le maire, on ne votera pas pour un budget qui consiste à bétonner le front de mer comme c'est prévu et comme vous êtes en train de le faire. Bon, alors, votre observation ne mérite pas de réponse parce qu'elle est tellement excessive que, voilà, les bras m'en tombent. Elle est excessive, voilà. La bétonisation du front de mer. Rappelez-moi, le platelage en bois, par quoi il va être remplacé. Rappelez-moi ce que vous allez faire sur le port. Très bien, monsieur Leclerc. Jusqu'à présent, c'était constructif, effectivement. Bon, dommage cette dernière phrase. Je n'y répondrai pas.
Je crois qu'on a fait le tour. Oui, juste une observation encore une fois sur les subventions. Je pense qu'effectivement le service finance donnera des chiffres plus précis lorsqu'on aura une évaluation aussi plus précise du montant des travaux. Donc, Monsieur Chorel, vous voulez ajouter quelque chose? Mais oui, c'est que les subventions, les demandes de subventions font l'objet de délibérations, elles seront votées en conseil municipal. Donc, à ce moment-là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Comme disait un illustre, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Bon, écoutez, je suis assez satisfait de la tenue de ce débat et je vous en remercie. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 2. Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc cette délibération est relative au budget du port. Le budget du port, comme vous avez pu le constater dans les documents qui vous ont été transmis, cette année est, je dirais, beaucoup plus timide que le budget de l'année dernière, et pour cause, puisque le nouveau contrat qui nous lie avec la Sogeba, le contrat de quasi-régie, a instauré de nouvelles répartitions de charges entre la Sogeba et la ville de Bandol, le port. Donc, les dépenses, la section d'exploitation, les dépenses d'exploitation, pour mémoire, vous avez eu tous les tableaux correspondants. L'année dernière, nous avions un budget en dépenses d'exploitation de 710 000 euros. Et cette année, la proposition de budget est de 478 000 euros en dépenses. Dans le même ordre d'idée, les recettes, puisque le budget est équilibré, sont dans la même variation. La section d'exploitation, les recettes de fonctionnement sont essentiellement constituées par le montant de la redevance due dans le cadre de la quasi-régie. Les dépenses réelles, quant à elles, sont liées aux frais financiers des emprunts pour l'essentiel. Et les frais de contentieux, puisque effectivement il faut budgéter ces frais, puisque les contentieux sont nombreux sur ce budget-là, mais pas seulement. Quant à la section d'investissement, qui s'élève donc à 485 119 euros, elle subit la plus grosse baisse, mais ceci étant directement en lien avec la fin des travaux menés par la ville au sein du port, les travaux capitainerie et du quai ouest. Ces travaux étant arrivés à terme, et les projets dans un futur proche du port seront budgétés par la Sogeba, comme vous le savez. Donc les dépenses d'investissement pour un total de 485 000 euros cette année, à ne pas comparer au budget précédent qui était de 2 929 000 pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Parfait. Donc délibération suivante. Monsieur Coquin. Oui. Donc nous voyons le budget annexe des parkings. Dans le budget annexe des parkings, nous avons la section d'exploitation avec des recettes de fonctionnement
qui sont constitués par l'encaissement des droits des entrées, donc qui se montent à 1 230 000 euros. Et c'est intéressant de comparer avec ce qu'on a eu les années précédentes, puisque entre les problèmes de Covid et les problèmes de travaux dans les parkings, on était plutôt à 900 000 euros dans les années passées. Donc on a eu vraiment une fin d'année en plus qui a été assez percutante dans les résultats, puisque en 2021, on a 1 305 000 euros dans les parkings. Et on a décidé donc cette année de mettre 1 230 000 avec prudence, parce que on a toujours quelques petits risques liés à la Covid. Voilà. Et vous avez une recette exceptionnelle qui s'ajoute de 100 000 euros et 2 000 euros d'atténuation de charges. Les dépenses dans les parkings sont des dépenses courantes, puisque ce sont les dépenses de personnel, ce sont les dépenses d'entretien, ce sont les dépenses qui sont de réparation, etc. Pour la section d'investissement, elle s'élève à 901 070 euros et ça correspond à des études de 125 000 euros, avec 50 000 euros pour le parking central et 75 000 euros pour le parking du 11 novembre. Parce que finalement, le parking du 11 novembre, on va pouvoir débloquer les travaux et donc il va falloir qu'on fasse des études préalables de structure pour vérifier que tout est en ordre pour construire, puisque jusqu'à présent on ne pouvait pas le faire, puisqu'on avait des poutres de soutènement, on avait un tas donc on va pouvoir le faire maintenant. Ensuite, on aura des travaux, des opérations de travaux. Donc vous avez 305 000 euros d'opérations de travaux, 150 000 euros pour la réfection du parking central, dont les travaux sont en cours actuellement, et 100 000 euros pour la mise en place de lecteurs de plaques minéralogiques, ce qui va nous permettre d'améliorer et la fluidité du trafic dans le parking et le contrôle des stationnements. Et puis il y aura 35 000 euros pour un véhicule que nous espérons électrique, puisque ça fait partie de nos projets, donc pour remplacer le véhicule du personnel des parkings. Et finalement, dans les sections d'investissement, donc il y a la partie qui est remboursement de la dette en capital pour 97 850 euros. Et les recettes sont constituées par l'emprunt, donc l'emprunt qui est de 492 915 euros, les amortissements 231 605 euros et le virement à la section de fonctionnement, chapitre 21, pour 153 330 euros, plus une petite opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement de 23 220 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Minot. Oui, merci Monsieur le maire. Est-ce qu'on pourrait nous indiquer si le rapport d'expertise judiciaire concernant le parking du 11 novembre a été déposé? Et dans cette hypothèse, est-ce que Madame Mélodie M pourrait nous le commenter éventuellement? Alors je crois que pas encore, mais elle va vous répondre. Non, on n'a pas encore le rapport d'expertise, mais nous avons obtenu l'accord de l'expert judiciaire pour réaliser des travaux urgents. À ce stade-là, nous sommes, en fait, pour vous résumer très rapidement la situation, nous sommes au stade de l'évaluation des postes de préjudice de la commune. Voilà. D'accord. Le dépôt de rapport est prévu dans un délai bref? Il n'y a pas de date qui a été annoncée. Ouais. Est-ce que ça a été prorogé, le délai, par le juge chargé du contrôle d'expertise? Je ne crois pas. Si? En fait, nous devons déposer dans les quelques jours à venir notre dernier tir, ce que vous disiez, Maître M, oui. Madame M, excusez-moi, concernant nos postes de préjudice. Et normalement, il devrait y avoir le contradictoire par rapport à nos postes de préjudice qui devrait se réaliser. Et on espère avoir un rapport d'ici on va dire, le prochain trimestre, début du prochain trimestre. Pré-rapport, on espère. Très bien, oui, mais l'autorisation de procéder aux travaux est déjà un fait a été donnée par notable. On a eu la chance d'avoir un expert qui finalement, alors à mon avis c'est aussi parce que c'était le bon moment et qu'en termes de responsabilité, vous le savez mieux que moi, que ça l'engageait moyennement, c'est-à-dire que c'était le bon moment pour qu'ils nous disent « Ok, vous pouvez y aller, sur les travaux urgents, on est bon, vous pouvez le réaliser ». Donc ça, on l'a dans notre dossier, c'est quelque chose de satisfaisant parce que ça nous permet en amont de travailler sur la maîtrise d'œuvre, etc., les différents marchés qu'il va nous falloir. Oui, bien sûr. Merci.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Oui. OK. Et qui s'abstient? Qui est pour? Parfait. Délibération suivante, Madame Nadjarian. Concernant c'est la chambre funéraire. Alors, en exploitation, il y a 16 000 euros et concernant l'investissement, 4 345 pour un total de 20 345. Concernant l'exploitation, c'est lié aux frais de nettoyage 2 fois par mois et la désinfection qui se fait 2 fois par an. Voilà. Nous avons des projets sur cette chambre funéraire, mais ce sera qu'en 2023. C'est trop tôt pour en parler encore, mais on est en projet. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Qui est contre? Donc, OK. Qui s'abstient? Qui est pour? Oh! Délibération suivante, Madame Mitt. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit... cette délibération concerne la subvention d'équilibre qui est accordée chaque année par la commune au CCAS. Et cette année, enfin pour l'exercice 2022, il est proposé une subvention d'un montant de 480 000 euros, sachant que cette subvention est accordée à titre prévisionnel et pourra être versée en plusieurs acomptes en fonction des recettes et des dépenses donc du CCAS. Cette dépense sera imputée au budget principal de la commune sur la subvention de fonctionnement au CCAS et fonction 520, intervention sociale et services communs. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, elle concerne la fixation des taux d'impôts locaux. Donc, je vous confirme qu'il n'y a pas d'augmentation proposée des taux par la commune. Et donc, quand on fait l'addition avec le taux départemental, la commune, donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 18,34%, plus le taux du département, 15,49%. Et donc, on a le même taux global de 33,83% qui est proposé pour 2022 et qui est donc inchangé. Et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on propose également de le maintenir à 58,79%. Donc, on a déjà parlé, je pense, de la fiscalité. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante. Donc, on passe aux subventions. Donc, peut-être qu'il y a certaines délibérations qui vont être regroupées. Je laisse le soin à Madame Nadjarian et à Monsieur Beau de grouper selon leurs souhaits. Donc, il est proposé d'allouer à l'association FAP, Foyer d'animation populaire, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal 2022, 1 500 euros. Je vais continuer en enfilade de toutes les autres associations. Alors, ACVG, Amicale des anciens combattants et victimes de guerre, 500 euros. Association des marins et anciens combattants, c'est la MAC, 3 000 euros. La FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, 1 100 euros. L'Amigar, 530 euros. Le COS de Bandol, c'est le comité d'entreprise de Bandol, 11 000 euros. Les Étoiles de Bahia, c'est une association qui fait c'est pour les animaux, 3 500 euros. Amicale des pompiers, 2 000 euros.
Sportifs du collège, 2 000 €. Les musicales de Bandol, 5 500 €. Printemps des potiers, 18 000 €. Le CAB, Cercle des auteurs bandolais, 4 000 €. L'UTL, Université du temps libre, 2 000 €. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais je vous le dis là, je vous le précise maintenant, c'est que si, par exemple, l'association fait une animation particulière, nous les aidons. Voilà. Au départ, je veux dire, ce sont des projets, mais comme on est quand même dans des moments incertains, on ne sait pas quand même, c'est pas totalement terminé. Donc, c'est une partie, et si l'association nous demande s'ils ont quelque chose à faire, ben, nous sommes là pour les aider. Voilà, sans problème. C'est fini. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les délibérations qui concernent Madame Nadjarian? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Beau. Merci, Monsieur le maire. Budget principal concernant le tennis. Il est proposé d'allouer à l'association Tennis Club de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal. Tennis Club de Bandol, 30 000 €. La dépense correspondante d'un montant de 30 000 € sera imputée à la fonction 4 142, compte 6 574. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Oui, c'est la convention. Oui. Donc, 23 000 €, oui. Je fais donc comme Madame Nadjarian, je continue. Oui. Je pense que c'est mieux, oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant la base nautique, nous dépassons là aussi les 23 000 €. Il est proposé d'allouer à l'association Société Nautique de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention de 75 000 €. Excusez-moi. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie, je vais les citer, Association dans ses formes, 1 500 €, Amicale cycliste de la baie de Bandol, 1 400 €, Association des Pointus, légendes et traditions, 8 000 €, Bandol événements organisation, 22 900, Cambre judo club bandolais, 8 000 €, Étoile de rue, 4 000 €, Extrême Bandol Club, 14 000 €, Gym Vital Forme, 2 500 €, La Boule Bandolaise, 3 000 €, Union Sportive Bandolaise, 18 000 €, Zanchin Karaté, 1 500 €, ce qui fait un total de 84 800 €. Subventionnement de l'association Bandol Basket Club, nous dépassons les 23 000 €, donc là aussi une convention. Le Bandol, il est proposé d'allouer une subvention de 32 000 €. Nous arrivons à l'association gymnastique rythmique et sportive qui demande à laquelle nous allouons une subvention de 25 000 €. Là aussi, nous sommes dans le cadre d'une convention. Et nous sommes à la délibération numéro 24. Tu l'as faite déjà. Voilà. Donc, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les différentes subventions et pour celles qui ont une convention, d'adopter les termes de la convention
annexée, et d'habiliter Monsieur le maire à la signer, ainsi que tout document y afférent. Merci. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, on passe à Madame 24. Ben, c'est déjà fait, non? Non, il en restait 2. Service social. Ah oui, pardon. Donc Madame Nadjari. Donc, il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie les subventions ci-dessous détaillées dans le cadre du budget principal 2022. Association Pégase, 4 000 € et la pouponnière de Bandol, 6 000 €. Donc, par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, les rapports, Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il est question du stationnement payant en voirie dans le cadre du forfait post-stationnement. Et comme chaque année, il nous est demandé d'approuver le rapport annuel de traitement des recours administratifs préalables obligatoires dont vous avez pu prendre connaissance sous la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Délibération numéro 26, réaménagement de la médiathèque. Monsieur Beau. Merci, Monsieur le maire. Le projet de réaménagement de la médiathèque s'inscrit dans la volonté de moderniser cet équipement afin qu'il corresponde aux attentes actuelles que l'on désigne par tiers-lieu. Ce, dans la continuité de l'ouverture en 2018 de la pension Magali, l'espace jeunesse situé au sein du bâtiment adjacent. Pour définir les objectifs et construire ce projet, l'équipe de la médiathèque a élaboré un projet scientifique et culturel, PSC, document de synthèse officiel nécessaire notamment à l'obtention de subventions. La commune a sollicité une assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO, pour nous accompagner au mieux dans l'élaboration du cahier des charges du projet. Le coût de cet AMO de 36 500 € a été inscrit au budget 2021 en investissement au compte 2031 en frais d'études. Une subvention de la DRAC sera demandée pour une prise en charge à hauteur de 50%. Grâce à ce nouveau projet, la commune propose de créer de nouveaux espaces plus diversifiés à destination de publics qui fréquentent modérément l'équipement à l'heure actuelle, notamment les adolescents et les jeunes, mais aussi d'autres publics qui trouveront des espaces de travail, d'information, des propositions culturelles, des espaces dédiés au numérique, des lieux collaboratifs de travail collectif, mais également des espaces de détente. Un nouveau service d'éducation artistique et culturelle nommé Microfolie, coordonné par la Cité des sciences de la Villette, permettra d'accéder virtuellement aux œuvres de plusieurs musées nationaux, véritable plateforme culturelle gratuite de proximité. Ces propositions sont à destination de tous les publics, notamment les familles et les scolaires. L'entrée de l'équipement se fera par la place Grillon afin d'augmenter lisibilité et accessibilité tout en améliorant la sécurité de cet accès. Fonctionnalité et convivialité sont fortement recherchées, notamment en optimisant la lumière naturelle et par le choix des matériaux et de mobilier modulable. L'équipement RFID, qui signifie une automatisation du prêt grâce à des puces électroniques fixées sur les ouvrages, permettra au personnel d'être davantage disponible pour des tâches d'accueil, de conseil et d'animation. Dans le cadre du concours particulier réservé aux bibliothèques de la dotation générale de décentralisation, DGD, l'État accorde aux collectivités territoriales des subventions destinées à contribuer au financement des projets tels que l'équipement et l'aménagement des bibliothèques. À ce titre, la ville de Bandol sollicite une aide de l'État auprès de la DRAC, Direction régionale de l'action culturelle, PACA. Le coût de cette opération est estimé à 418 430 € hors taxe. Il faut ajouter à cela un coût de 35 300 € hors taxe pour l'aménagement de l'espace Microfolie, qui fera l'objet d'une demande de subvention spécifique auprès du ministère de la Culture. Le plan de financement de cette opération s'inscrit dans le budget 2022 en investissement
compte 2135 à hauteur de 50 000 €, puis le solde du coût global d'un montant de 367 230 € hors taxe sera inscrit au budget 2023. Une subvention sera demandée à la DRAC pour une prise en charge du projet qui varie entre 40 et 50% du montant des travaux hors microfolie. Il est proposé à l'Assemblée ce soir d'approuver le projet scientifique et culturel de la médiathèque, d'approuver le lancement du projet tel qu'exposé ci-dessus, de solliciter une subvention à la DRAC PACA évaluée de 40 à 50% du montant estimatif du projet de réaménagement et d'équipement de la médiathèque fixé à 418 430 € hors taxe, hors microfolie, je le rappelle. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, c'est un beau projet ambitieux, en tout cas, pour la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La convention territoriale globale, Madame Bourron. Donc la convention territoriale globale, c'est une convention cadre politique et stratégique qui permet d'élaborer, de mettre en œuvre un projet social de territoire partagé en faveur des familles, bien entendu, dans le domaine de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse, de la parentalité. Cette convention, elle s'appuie sur un diagnostic, bien évidemment, un diagnostic partagé, et elle propose un plan d'action adapté. Elle implique une forte mobilisation des élus locaux. Un comité de pilotage est mis en place et elle va permettre également de mieux mobiliser les financements. Elle est donc signée entre la CAF, la communauté d'agglomération, les communes qui la composent, et vous avez pu en prendre connaissance. Y a-t-il des questions? C'est la convention classique entre CAF et les communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Chorel, délibération numéro 28. Si, acquisition et cession. 28. Acquisition et cession. J'étais sur l'ancienne version, c'était de la convention CTG. Bien, oui, donc c'est le bilan annuel des achats et cessions effectués par l'établissement public foncier de PACA. Donc en 2021, l'établissement public foncier a procédé à 4 acquisitions dont vous avez pris connaissance dans le tableau joint. Deux achats par préemption, rue du 8 mai. Un achat impasse Corneille, toujours par préemption. Et enfin, un achat à l'amiable, le cinéma caméra. Le montant total des acquisitions est de 2 317 000 €. Je rappelle que ces deux secteurs-là font l'objet de classements particuliers dédiés à la réalisation de logements. Le secteur dit de la Poste et le secteur sur lequel d'ailleurs une opération de construction est en cours de démarrage, boulevard du 11 novembre. Donc l'EPF, au fur et à mesure des ventes qui ont lieu, préempte. Il faut quand même préciser que la préemption se fait au prix des promesses d'achat qui ont été faites entre les vendeurs et acheteurs. C'est important de le préciser. Merci. Question, Madame Henriot. Merci. Effectivement, quand il y a des acquisitions, la première question qu'on se pose, c'est
pourquoi faire? Alors, en ce qui concerne les acquisitions sur la rue du 8 mai 45 et la rue Didier Dora, effectivement, ça rentre dans un emplacement réservé et sur lequel il y a une OAP. Donc, on voit bien qu'il s'agit à la fois de création de logements, mais quelque chose de plus complexe avec des aménagements et une restructuration de l'îlot. En ce qui concerne l'acquisition rue Impasse Corneille, là on est un peu plus... Bon, on suppose que c'est une première acquisition qui devrait être plus importante. Néanmoins, nous n'avons pas vu, ou peut-être que c'est en cours, peut-être c'est à l'étude, mais de projets d'ensemble dans ce secteur qui nous permettraient d'avoir un avis sur justement la structure urbaine et la structure de l'îlot qui serait éventuellement dégagée. Le troisième point, et qui est à mon avis quelque chose de plus sensible, ce sont les terrains du cinéma. Ce lieu a une histoire, une mémoire, l'ancien cinéma. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'EPF envisage de réaliser des logements et uniquement des logements? Comment, sachant qu'il y a un emplacement réservé avec un passage de 2 mètres, ou bien la ville se donne les moyens d'insuffler un projet structurant sur un point stratégique du centre-ville. Voilà. Monsieur Chorel va vous répondre. Oui. Alors, sur le dernier point que vous évoquez, qu'entendez-vous par un projet structurant? Eh bien, dans un espace comme ça, il pourrait y avoir la possibilité de créer une placette, de donner un peu plus d'ampleur au cheminement piéton, d'envisager d'avoir pas que du logement, mais peut-être un équipement communal, de façon à créer un lieu d'intérêt public au-delà de la course à la quantité de logements sociaux. Donc c'est la question que je peux me poser. Voilà. Et pourquoi cette partie que vous évoquez, de projet structurant, vous ne l'évoquez que pour ce site-là et pas sur l'îlot de la Poste? Non, parce qu'il y a une OAP qui laisse effectivement, qui donne les grandes intentions. Donc, ce qui n'est pas le cas à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle je pose ces questions. Il ne vous a pas échappé que sur ce secteur-là, la maîtrise de l'urbanisme est de la compétence de l'État. La commune a perdu la compétence urbanisme sur ce secteur-là. Ça ne nous a pas échappé. Non, ça ne m'a pas échappé, mais je pense que les services de l'État, comme l'EPF, peuvent être attentifs à des propositions de la ville. Les services de l'État sont surtout attentifs à la production de logements sociaux. Donc, nous entendons bien ce que vous nous dites. Oui. Tout comme vous, je déplore la fin du cinéma, et pour cause, j'y ai personnellement des souvenirs de jeunesse. Je suis né à Bandol, et j'ai fait mes premières armes dans ce cinéma. Donc, croyez bien que je suis très touché. Je suis très... Non, je voudrais... Donc... Non, je voudrais insister quand même là-dessus. Je pense qu'il est du devoir de la ville de se poser la question d'un aménagement urbain à cet endroit-là, plutôt que de subir un bâtiment R+3 parce que c'est la règle et qu'on se met en limite de propriété. Je trouve ça normal, même si l'État dit au fond je veux ma quantité de logements. On est dans un endroit qui peut avoir une vraie qualité pour la ville. C'est normal qu'on se pose la question et c'est normal qu'on puisse envisager autre chose. Vous voulez compléter? Non, non, j'entends bien, oui, on peut émettre des vœux.
On n'est pas encore dans la période de pré-Noël, mais on peut émettre des vœux. Non, mais en fait, comment dire, les choses ne sont pas encore définitivement concrétisées. Il y a, je vais vous donner l'état d'avancement en fait. C'est l'EPF qui est chargé de travailler sur cette opération. Pour l'instant, il n'y a pas de projet complètement ficelé. L'EPF nous a informé il y a peu de temps que justement sur l'emprise du cinéma, cette zone avait été retenue dans le cadre du deuxième appel à projet Fonds Friche, qui a été lancé par l'État dans le cadre du plan de relance. Et donc ça comprend la démolition, la construction effectivement de logements en mixité sociale, mais pas que. L'État s'est engagé sur une subvention de 300 000 euros. L'EPF va vraisemblablement compléter cette aide, et c'est dans le cadre d'un effort national pour ce type d'opération. Ce dossier, en fait, est en cours d'étude, et vous en saurez davantage lors du prochain conseil municipal qui est prévu au mois de mars. Et le dossier pour Bandol devrait être prêt et être présenté à cette occasion-là. Voilà, donc, encore une fois, c'est l'EPF qui porte le projet, sachant donc que les travaux devront être réalisés avant le 31 décembre 2024 pour que l'EPF puisse bénéficier de ces fameux fonds friches. Et donc le planning, il n'est pas encore tout à fait précis, mais vraisemblablement, cette année, il y aura les études liées aux démolitions et au dépôt du permis de démolir au cours du deuxième semestre de cette année. Et ensuite, 2023-2024, les travaux de démolition. Mais encore une fois, pour l'instant, rien n'est ficelé. On n'a pas de date précise, et il y aura d'abord une information au conseil municipal et une communication plus large à l'attention des citoyens bandolais, donc dans les semaines qui viennent. Je crois qu'on a répondu aux deux questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?